Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel en Java où nous allons aborder ensemble la comparaison et le tri d'objets dans ce langage. Et vous venez sur ce tutoriel peut-être à partir du cours, puisque j'avais fait donc référence à des méthodes, on va dire, de comparaison, des moyens, en tout cas des outils proposés par le langage Java pour pouvoir effectuer des comparaisons, vérifier par exemple des égalités. Je vous avais donc fait savoir qu'on verrait ça en annexe dans un tutoriel et c'est effectivement le cas sur cette vidéo. Pour pouvoir suivre par contre au mieux tout ce qui va être présenté un petit peu sur ce tutoriel, je vous invite à avoir vu au niveau du cours au moins les 29 premières séances, donc jusqu'au générique inclus, puisque je vais faire référence justement à toutes ces notions-là. Donc si vous ne les avez pas encore vues au niveau du cours, ça risque de vous perdre complètement et vous ne pourrez pas profiter en tout cas au maximum de ce que je vais vous présenter au niveau de cette vidéo. Pour les autres en tout cas, une fois que vous êtes à jour par rapport à ça et que vous avez vu ce qu'il fallait au niveau du cours pour pouvoir suivre ce tutoriel, eh bien je vais vous faire la présentation un petit peu de tout ça. Et à commencer déjà par quelques rappels, mais je vais vous présenter quand même le code que j'ai préparé, histoire de gagner un petit peu de temps au niveau de cette vidéo. Dans mon fichier main, ici donc dans la méthode main, j'ai un tableau, tout simplement, qui va représenter donc un tableau qui stocke en fait différents pays. Et ensuite je fais un simple affichage des différents éléments de ce tableau, d'accord, classique. Et pour ce faire, pour que ce soit plus pratique, j'ai créé effectivement une classe country qui représente donc un pays avec différentes informations comme son nom, la population totale, donc en nombre d'habitants, et l'indice de développement humain, d'accord. Donc on a ces différentes informations là. J'ai réécrit, j'ai redéfini la méthode toString histoire d'avoir un affichage pratique en tout cas directement avec un println, comme ça on gagne un petit peu de temps ici au niveau de l'affichage dans le main, dans cette partie. On va faire quelques rappels déjà concernant la vérification des égalités. Si vous vous souvenez, dans la séance numéro 13, donc la première partie concernant les chaînes de caractères, on avait évoqué justement les différents moyens de pouvoir vérifier des égalités au niveau des chaînes, et on a vu qu'il y avait, vous avez découvert en tout cas à ce moment-là, qu'il y avait une particularité lorsqu'on parlait de chaînes de caractères. Pour des valeurs numériques, pas de problème, si on devait faire de la comparaison, on comparait tout simplement avec les opérateurs qu'on connaît bien. Donc je vais faire vraiment sans forcément compiler le code après, mais je veux dire on pourrait avoir une valeur ici, et ensuite une autre ici, et après on peut effectuer des vérifications finalement, avec simple usage d'opérateurs, donc par exemple le double égal, vérifier est-ce que ceci en fait est égal, ou simplement de vérifier ce genre d'inégalité ou ce genre en tout cas de vérification. Bref, utiliser tous les opérateurs que vous avez vus en Java, qu'on a vu d'ailleurs au tout début du cours, pour pouvoir vérifier un petit peu tout ça. Lorsqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, c'est un petit peu différent. On est dans un cas un peu à part, donc je vais reprendre ici. Pareil, je vous compilerai pas ça parce que je l'avais de toute façon déjà montré sur le cours, sur la vidéo sur les chaînes de caractères, mais c'est pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais noter par exemple quelque chose comme ça. Ensuite on va noter une autre chaîne. Je vais mettre cette vérification là. Lorsque vous vouliez vérifier l'égalité, si vous utilisez les mêmes outils comme le double égal par exemple, je vous avais expliqué ici que on va avoir donc un fonctionnement qui est un peu différent. Pourquoi? Parce que Java utilise, on a tendance à dire que Java tout est objet, en réalité oui et non, parce qu'il y a certaines parties qui sont donc des types primitifs, et ensuite c'est Java qui applique en fait un emboîtement si vous voulez, qui va en rajouter une couche d'abstraction à ça, et transformer par exemple des types primitifs en des objets. Donc par exemple quand on utilise ici un entier, donc un int, on a un type primitif, ce n'est pas un objet au départ. C'est ensuite la couche Java qui va transformer ça vers le type integer, et dans ce cas-là, on va avoir autre chose qui sera donc disponible, et on aura par exemple la possibilité d'accéder à des méthodes, pourquoi pas. Donc nous, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau donc, de cette partie ici, lorsqu'on a des valeurs numériques, pas de problème, l'ordinateur sait parfaitement faire des comparaisons, comparer des valeurs numériques, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsqu'on va commencer à travailler avec des chaînes de caractères, on a vu qu'il y avait ici une distinction. À partir du moment où je vais vouloir vérifier cette égalité-là, on pourrait s'attendre à vérifier finalement est-ce que ces deux chaînes ont le même texte, d'accord, le même contenu, et en réalité ce n'est pas ce que nous allons comparer avec ce type de vérification et ce type d'opérateur. On va ici faire référence, en tout cas, faire appel aux références de ces variables-là que nous avons. Les références, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que la variable S1 fait référence au même emplacement en mémoire, donc au même objet en mémoire, finalement, que la référence ici S2. D'accord? Est-ce que ces deux variables font référence au même objet en mémoire? Et si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, ça enverra
et sinon ça renverra autre chose. Alors normalement, dans un cas on va dire logique, faire ce test-là devrait retourner faux, puisque vous observez bien qu'on a deux objets, d'accord? Le souci qui n'en est pas un, au contraire c'est même une optimisation, c'est que le compilateur au niveau de Java va effectuer tout un tas d'optimisations au niveau de votre code pour essayer en fait, de rendre le tout le plus performant possible. Et quand il voit par exemple ce genre de code, eh bien, il va effectuer une optimisation. Plutôt de se dire de créer une première chaîne qui va contenir ce texte-là et une seconde chaîne qui va en fait contenir la même chose, eh bien, il va créer un seul et unique objet, et S1 et S2, ici en l'occurrence, feront référence au même objet en mémoire. Donc vous risquez d'observer ce résultat à l'exécution, et je tiens en tout cas à vous l'indiquer, parce que ça pourrait être assez surprenant et vous pourriez être étonné par rapport à ce que j'ai pu vous dire au niveau du cours. C'est normal, donc c'est le résultat d'une optimisation effectuée par le compilateur. Si on veut éviter, on va dire, cette optimisation, donc forcer un petit peu la main pour créer véritablement deux objets distincts, on va directement passer par le constructeur de chaîne de caractères, donc par exemple ceci, et là effectivement ce sera différent. Là il comprend bien qu'on veut explicitement créer deux instances différentes, et à partir d'ici, si vous effectuez ce test-là, il fera bien la différence qu'on aura bien deux objets qui auront été créés, deux instances. Et forcément, S1 et S2 ne feront plus référence au même objet en mémoire, dans ce cas-là. Alors comment vérifier une égalité? Par exemple, le texte. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse finalement. Je veux partir du principe, dans ma logique, de me dire, je veux que ce test soit vrai finalement, quand le texte de S1 est le même texte que S2. Et dans ce cas-là, je vous avais parlé de la méthode equals. Et la méthode equals qui s'utilise tout simplement telle quelle avec la première chaîne que vous testez avec la suivante. Et là, ce ne sont plus les références qui vont être vérifiées, mais le contenu de l'objet. Et pour une chaîne de caractères, son contenu, c'est tout simplement le texte ici qu'elle contient. Donc si S1 a le même texte que S2, eh bien cette vérification, le retour de cette méthode renverra effectivement true. D'accord? Voilà ce que je vous avais expliqué en tout cas concernant les chaînes de caractères. Donc le double égal pour les chaînes, c'est vrai si l'ensemble des opérandes finalement font référence au même objet en mémoire, et la méthode equals, c'est quand le contenu est le même par rapport à des vérifications et des comparaisons qui sont effectuées en amont en tout cas par le langage. Ça c'est un premier point, vous avez vu, ça fonctionne donc relativement bien, on a tout ce qu'il faut au niveau de Java concernant les valeurs numériques, concernant les chaînes de caractères, parce que ce sont des types connus, d'accord, qui sont intégrés au langage. Donc évidemment, tout a été fait pour que vous puissiez effectuer des vérifications, des égalités, des comparaisons avec tout ça, sans devoir réinventer la machine, parce qu'on a quand même un langage qui est disponible pour ça. Moi, le petit souci qui va se présenter, c'est que maintenant, je me retrouve ici avec des pays. Et vous doutez bien qu'au niveau de Java, les concepteurs n'ont pas fait en sorte d'intégrer nativement un système de comparaison de pays. D'autant que moi, j'ai considéré qu'un pays ici était représenté que par seulement 3 informations, le nom, la population et l'indice de développement humain, ce qui est quand même très pauvre, là où quelqu'un d'autre aurait pu représenter un pays avec beaucoup plus d'éléments, avec des éléments en moins, des éléments en plus, etc. Donc on ne peut pas, puisque c'est un type personnalisé ici, en l'occurrence, on ne peut pas donc avoir quelque chose d'intégré pour pouvoir nous dire, eh bien très bien, je sais comment comparer un pays. Moi je vais le comparer sur son nom. Ou alors un autre pourrait choisir de le comparer selon autre chose. Pourquoi pas son PIB. Dommage, j'ai pas de PIB dans la représentation d'un pays ici au niveau de ma classe. Vous voyez, on peut voir les choses en fait différemment. Donc pour cela, il va falloir qu'on utilise différents outils, que ce soit à la fois pour vérifier par exemple des égalités, et que ce soit aussi pour effectuer par exemple des comparaisons, et la comparaison peut servir et sert énormément lorsque vous voulez par exemple effectuer des tris, que ce soit dans des collections, que ce soit dans des tableaux, donc on va le voir un petit peu, et éventuellement ailleurs, si vous voulez par exemple faire des tris pour pouvoir stocker des éléments. On va déjà s'occuper de la partie égalité finalement des informations, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau de l'égalité, bon, vous connaissez, on sait qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'opérateur par exemple double égal. Okay. Je ne pourrais pas par exemple dire est-ce qu'un pays est égal à un autre. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, donc là-dessus, on sait qu'il n'y a pas de risque finalement de partir de ce principe-là, donc pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a la méthode equals, ça on connaît bien, et la méthode equals, on va la redéfinir tout simplement, puisque pour une chaîne de caractères, pour une valeur numérique, pas de problème, la méthode equals de la classe object suffirait, puisque l'ordinateur sait parfaitement faire la comparaison, mais là, il va falloir qu'il vérifie l'égalité d'un pays. Et c'est un choix qui va devoir être fait de manière arbitraire. Ça va être à vous, en tant que développeur, d'estimer dans quel cas vous considérez qu'un pays est égal à un autre. Et là, après, c'est vous qui choisissez bien sûr les règles pour pouvoir choisir cette égalité.
Je vais l'indiquer ici. Alors j'ai un peu de code qui est préparé pour d'autres choses à montrer dans la vidéo, donc on ne fait pas attention ici. Donc je vais juste le mettre là. On va faire override. On va donc redéfinir ça. Ça renvoie, je rappelle, un booléen, signature, et ça prend un objet en paramètre. Voilà ce que nous avons. Vérification simple déjà, par rapport à tout ce que nous avons, on va vérifier est-ce que l'objet est égal à lui-même, parce que si c'est le cas, c'est donc forcément vrai. Voilà, l'objet doit être égal à lui-même, sinon ce sera assez bizarre. Donc on peut faire cette vérification en amont, et on peut en faire une autre à l'inverse. Si l'objet vaut nul, donc l'objet qu'on cherche à comparer avec un autre par rapport à celui qu'on a, ou alors la classe de l'objet en question est différente de la classe de l'instance courante. Donc en fait, s'ils n'appartiennent pas à la même classe, ou alors si l'objet est nul, tout simplement, dans ce cas-là, pas la peine de faire d'autres vérifications, on peut retourner faux déjà. Donc ça va dire c'est les deux tests en amont qu'on peut faire pour gagner du temps et ne pas faire trop de traitements en fait, alors qu'on a juste un petit test à faire pour retourner le booléen qu'il nous faut. Et ensuite, on peut avoir besoin effectivement d'autres vérifications et on va faire une conversion parce que vous voyez qu'on travaille avec un objet ici. Donc ce qu'on va faire, nous on est sur la classe country, donc on va créer justement un pays en question. On va convertir l'objet que nous avons dans ce type là, ok, tout simplement. Et à partir d'ici, on peut effectuer le test que l'on veut. Donc on a la vérification qu'on veut faire, et là vraiment c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Comment encore une fois vous estimez l'égalité d'un pays avec un autre. Donc si par exemple je pars du principe que l'égalité tiendrait de, alors, par exemple on va juste dire voilà la population, mettons voilà on a la population qui est identique et le nom, pourquoi pas. Donc je ne vais pas prendre en compte par exemple l'indice de développement humain, admettons, même si je devrais, mais bon on pourrait de toute façon cacher cette partie là si on veut, mais je ne vais pas tout modifier le code. Donc ici on vérifie les différents éléments. Donc je vais faire un retour ici en disant de renvoyer finalement le résultat de ce test là. This, et on va vérifier sur la population, est égal à C. Alors je vais mettre other même, pour ce sera plus simple à comparer. Voilà, comme ceci. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ce terme là, other. Et ensuite, pareil, population. Pour dire, déjà, est-ce que l'instance courante a le même nombre d'habitants que l'autre objet, d'accord? Et pourquoi pas autre chose? Et là, on va passer par la classe, non pas object, mais la classe objects, qui contient certaines méthodes qu'on peut réutiliser, des méthodes statiques. Donc je vais l'ajouter ici. Et notamment sa méthode equals, tout simplement. Bien sûr. Ah, par contre, S, elle, je crois que j'ai un doute. On va la mettre là. Souvent c'est importé dans les éditeurs, mais je crois que c'est avec un S. Equals. Et ici, on compare les différents éléments qu'on veut. Donc il y en a deux. Donc je veux comparer le nom avec le nom de l'autre. Voilà. Pourquoi je peux le faire ici tel quel? Parce que name est une chaîne de caractères. Et je vous avais dit, quand on veut comparer une chaîne de caractères, je vous l'ai montré juste avant ici, en fait on utilise equals. Donc là on utilise la méthode equals de object pour comparer le nom d'un objet avec le nom d'un autre objet. Et si l'ensemble de ce test est vrai, dans mon cas précis, ici, arbitrairement, je considérais que le pays est le même si en réalité c'est pas vrai, puisqu'il faudrait comparer ça aussi, et peut-être d'autres éléments si on avait. Mais moi je considère à partir du moment où le nom et le nombre d'habitants est identique, c'est le même pays, comme si en fait l'indice de développement humain n'existait pas. Et on peut se baser sur ça. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir comparer les choses, et ça va donc tout changer. Donc ici on va juste faire ça, je vais commenter cette partie, on va créer un pays vraiment au pif, au pif. Disons qu'on va mettre, voilà, France par exemple, on va mettre des valeurs artificielles. Et on va faire la même chose avec C2. Voilà, quitte à changer ça, pour que vous voyez qu'effectivement ça n'a pas d'incidence. Et on va créer... Alors je vais pas le faire pour eux, je vais pas faire différents exemples pour chaque, mais vous avez bien compris qu'à partir du moment où le nom change, Marik bien sûr, même si je mets par exemple la même valeur ici, on aura donc pas de problème. Alors,
Est-ce que ce serait bizarre d'ailleurs un indice développement humain de 1? Là, c'est vraiment très très élevé. Ok. Voilà. C'est juste pour la forme. Je vais juste changer. Ok. On a ces valeurs-là. Alors directement, vraiment on va aller vite dans les tests. Si je fais ça, bon, on l'a vu le double égal. Alors, comme on a ici redéfini la méthode equals, pareil, on n'aura pas de comportement, parce que même chose, si vous redéfinissez pas la méthode equals, dans certains codes, ça vous le remarquerez, et bien en fait, la méthode equals, donc de base, hein, de la classe object, se comportera comme le double égal. Donc attention, si vraiment vous avez besoin, pour un type personnalisé, de définir comment vous vérifiez une égalité, vous devrez redéfinir cette méthode, parce que sinon, elle aura le même comportement que de vérifier les références, et ça risque de donner des résultats que vous n'attendiez pas, et vous risqueriez d'être surpris. Donc nous, on va même pas faire ça en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut de toute façon. On veut juste vérifier en fait, voilà. Est-ce que C1 est égal à C2? Alors c'était là, donc oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un S, c'était bien sûr utile. C'est à cause des autres langages ça, il y en a qui mettent utile, ça, on se mélange un peu. Hop. Main, et ça renvoie bien vrai, d'accord? Ce pays est le même que celui-ci parce qu'ils ont effectivement le même nom et le même nombre d'habitants. Maintenant, si je fais la vérification entre C1 et C3, donc on est censé effectivement avoir faux. Et ouais que c'est le cas. Et si je fais entre C2 et C3, on doit également avoir faux en retour, enfin en affichage en tout cas ici. Voilà. Donc ça a bien utilisé en fait la vérification qu'on a faite directement. Donc on a comme ça possibilité. Alors il suffirait juste de changer ça hein, pour voir, parce qu'on a bien dit qu'on faisait l'égalité sur ces deux valeurs, pour voir par exemple qu'à ce moment-là, C1 et C2 ne seraient plus égaux, juste en changeant une des deux valeurs. Comme on a fait de toute façon pour le Maroc, où on a laissé le même nombre d'habitants que la France. Voilà, et vous voyez que ça devient faux, parce qu'effectivement, la vérification n'est plus bonne. Donc l'avantage, c'est que vous choisissez vous-même la méthode en fait de vérification ici pour créer une égalité. C'est vous qui décidez comment vous rendez en fait ici deux pays égaux, et au niveau des valeurs que vous voulez comparer, à partir d'ici, donc en redéfinissant cette méthode equals pour quel est le comportement qu'on attend. Et là, c'est bon, notre programme est capable de comparer, donc de vérifier l'égalité entre deux pays, chose qu'il était incapable de faire de lui-même tout seul au départ. Donc c'est important de voir ça comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, généralement, quand on écrit la méthode equals, quand on redéfinit la méthode equals, que là, en fait, c'est pas tout à fait correct ce que je viens de faire, il faut redéfinir également la méthode hashcode. La méthode hashcode, c'est simplement un code qui va être généré à partir d'un ensemble de données et qui peut servir dans la comparaison de certains outils. Notamment quand vous travaillez avec certaines collections, si vous êtes amené donc à le faire. Par exemple, si je veux stocker mes pays ici dans des collections, il peut y avoir certaines collections qu'on a vues d'ailleurs dans le cours pour une certaine partie, et qui vont utiliser justement cette méthode hashcode, parce que c'est celle-ci qui va servir de comparaison. Si le hashcode n'est pas le même entre deux objets, on pourra considérer qu'ils sont différents. Donc on pourra trouver ces deux choses-là. Donc vous devez, à partir du moment où vous redéfinissez equals, automatiquement avoir le réflexe de redéfinir la méthode hashcode aussi. Et là attention, on ne va pas réinventer les choses, je ne vais pas m'amuser à créer un système de hash qui serait peut-être trop, pas performant du tout, qui serait très lent. On va juste passer par les outils qui existent déjà. Donc je vais réécrire la signature, ça c'est ok, il n'y a pas de problème, ça renvoie, je rappelle, un entier. Et ensuite, je vais utiliser aussi, depuis la classe object, la méthode hash. Et je ne m'embête pas. Et je vais créer donc un hash à partir des éléments que je veux. Là, vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Et moi, je vais juste le faire avec name et population, puisque j'ai pas considéré ici l'indice de développement humain. Donc ça créera un code à partir de ces deux attributs. Et forcément, si vous avez deux objets, par exemple, qui ont le même nom et le même nombre d'habitants, et quand on va calculer leur code à chacun, on devrait tomber sur le même, puisque ici l'algorithme est le même pour cette méthode hash à chaque fois. Et à partir de là, ils auront le même code, donc ils seront considérés comme égaux. Donc vous voyez, ça va servir comme ça. Donc là, je peux laisser tel quel, ce que c'était utilisé, donc évidemment, pour pas avoir de problème. Alors ça n'a pas posé de problème avec le code qu'on avait écrit, mais si vous l'utilisez, comme je vous l'ai dit, pour des collections, qui se sert par exemple du hashcode pour pouvoir insérer les éléments comme il faut, et bien à partir de là, il faudra que ce soit de toute façon redéfini. De toute façon, ça va être le réflexe. Vous redéfinissez equals, vous redéfinissez à la suite hashcode. Vous faites les deux et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça doit être systématique dans ce cas de figure. Et voilà, ça c'est l'exemple que je pouvais montrer pour cette partie, concernant en tout cas de la redéfinition pour vérifier des égalités.
On va dire que c'est une extension de ce que j'ai pu vous expliquer dans le cours concernant les chaînes de caractères et quand on a abordé notamment les collections. Maintenant, on va aller un peu plus loin, parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, qui est la comparaison et le tri d'objets. Et pour ça, on va retrouver deux éléments. Alors ça, je vais l'enlever, parce que sinon on va avoir des petits problèmes si je le laisse. Donc on va enlever tout ça. Sinon on va mélanger les choses. Je vais décommenter cette partie. En Java, on va retrouver deux interfaces qui vont nous servir principalement. Et c'est bien de l'aborder ensemble, parce que c'est très souvent quand les gens en arrivent à ça, ils voient ces deux interfaces et ils ne comprennent pas à quoi sert l'une ou l'autre. On a l'impression même parfois qu'elles font un peu doublon. Donc ça va être bien qu'on voit un petit peu ça, qu'on développe un petit peu tout ça ensemble. Ces deux interfaces sont, alors je vais les noter en tout cas ici, on aura un peu de commentaires. Hop. Comparable et comparator. Et forcément, quand on voit ça, comparable ou un comparateur, on pourrait penser que ça fait un petit peu la même chose à la fin, surtout avec ce que je vous montrais au début, mais vous allez voir un petit peu tout l'usage qui va en être fait. Ce que je peux vous dire en tout cas à ce stade, avant de commencer à écrire du code, c'est qu'ici, au niveau d'un élément comparable, donc une classe qui va implémenter en fait l'interface comparable, c'est pour tout simplement définir un ordre naturel à un objet. Alors attention, quand je dis ordre naturel, c'est pas quelque chose de compliqué, ça veut simplement dire en fait un ordre, par exemple, pour pouvoir comparer les éléments et éventuellement effectuer un tri. Un ordre naturel sur des chaînes de caractères, celui qui est appliqué, c'est l'ordre lexicographique, c'est-à-dire un ordre alphabétique, mais en faisant la distinction entre les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux, etc. Et un ordre naturel pour des nombres, c'est ordre croissant, par exemple. Donc, vous connaissez en fait, l'ordre naturel, c'est quelque chose qu'on fait depuis tout petit, qu'on a appris à l'école, on connaît bien. Par contre, on en revient à la même chose, quel est l'ordre naturel de mes pays? Vous voyez, on revient au même problème que tout à l'heure. Est-ce que c'est suivant leur nom? Est-ce que c'est suivant le nombre d'habitants? Est-ce que c'est suivant les deux? Est-ce que c'est suivant l'indice de développement humain? Est-ce que ce serait suivant autre chose? Au niveau de la machine, par défaut, elle ne peut pas définir un ordre naturel pour des pays. Et si vous voulez, admettons, avoir des collections triées de pays, vous comprenez que par défaut, si vous faites un tri, si c'était une liste de chaînes, pas de problème. C'était une liste de nombres, pas de problème. Si c'est une liste de pays, comment je trie ça? Et il va falloir le définir. Et je vous avais dit justement dans les vidéos concernant les collections qu'on allait pouvoir utiliser un comparateur pour pouvoir faire tout ça. Donc comparable, c'est vraiment définir une seule méthode finalement de comparaison pour pouvoir effectuer un certain tri. Comparator, il va aller un petit peu plus loin. C'est là où vous auriez besoin éventuellement de trier selon plusieurs critères. Et là, ça peut être un très bon exemple. Par exemple, imaginez sur un site internet, vous avez une liste de pays, et vous voulez donc ils sont affichés dans un tableau, et vous voulez les trier selon le nom. Donc on a une première méthode de tri, par le nom. Mais vous pourriez aussi vouloir les trier par nombre d'habitants. Et là, c'est une deuxième méthode de tri. Et ainsi de suite. Pourquoi pas les trier par en fait chacune des informations qu'ils possèdent. Et dans ce cas-là, on utilisera un comparateur pour pouvoir définir plusieurs possibilités de tri sur un même objet. Donc lorsque vous voulez comme ça définir plusieurs manières finalement de comparer vos éléments, de comparer vos objets, on utilisera un comparateur. Et je vais de toute façon vous montrer tout ça en détail. Donc on va voir comment que ça se passe. On va commencer par le plus court finalement, peut-être le plus rapide à écrire, qui est comparable. Et comparable, en fait, c'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode. Donc à partir du moment où on va implémenter ça, on n'a qu'une seule méthode qui est à implémenter pour que ce soit en tout cas fonctionnel. Donc je vais le faire ici. Il n'y a même pas besoin d'importer quoi que ce soit, parce que c'est dans Java Lang, donc c'est déjà disponible. Et on va faire comparable. Et pour indiquer en fait que cette classe, on peut donc effectuer des comparaisons sur un élément. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de bien avoir vu les génériques, puisqu'on va le faire sur country. Voilà. Et à partir de là, le contrat à remplir, et comme je vous l'ai dit, d'implémenter la méthode de cette interface. Je vais le faire ici, on va le faire ça directement. Override, et on va noter public int, et c'est la méthode compare_to, qui va prendre en fait un autre objet. Donc moi ici c'est country, puisque c'est ce qu'on va comparer, et je vais l'appeler other. Et voilà la méthode qu'on va pouvoir écrire. Et là vous faites le test, vous allez pouvoir écrire votre algorithme, votre méthode en fonction de. Comme ça renvoie un entier, comment ça fonctionne? Alors si vous venez de certains autres langages qui comparent par exemple des chaînes ou autres, vous connaissez en fait ce genre de fonction, ce genre de méthode. Elle va avoir une règle très simple. Si les deux éléments que vous comparez sont égaux, finalement, d'accord, sont les mêmes, finalement, vous pouvez partir de ce principe, il faudra renvoyer 0, d'accord? 0, c'est les mêmes. Je vais mettre ça comme ça, selon les arguments que vous avez
qualifiant en tout cas que vous avez défini. Si vous renvoyez une valeur négative, donc généralement, bon, on s'embête pas, on renvoie -1, hein, on va pas chercher compliqué. -1, bah, c'est pour dire que l'élément A est plus petit que B, selon un ordre que vous voulez, d'accord? Donc si vous triez suivant les noms de pays, et bah, ça voudra dire que le nom du pays A, il vient avant, alphabétiquement parlant, le nom du pays B, d'accord? Et sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, j'aurais voulu faire exprès, bref. Et si vous mettez une valeur négative, comme 1, et bah, c'est l'inverse, ça veut dire que A est plus grand que B, suivant les critères bien sûr que vous avez définis. Donc le but c'est d'avoir 3 valeurs possibles à retourner, 0, une valeur négative ou une valeur positive, avec bien sûr certaines règles mathématiques que je pourrais éventuellement vous citer en tout cas par la suite. Donc là, bah, vous choisissez, vous faites les vérifications comme vous voulez. On peut faire ça très simplement. Moi, je vais créer un système très simplifié en me disant, alors moi, je compare les pays suivant le nombre d'habitants. Voilà, le reste n'a pas d'importance dans le tri arbitraire que je vais faire. Donc, je considère ceci. Si la population du pays, en fait, bah, que je considère donc 10, est plus petite que celle de l'autre pays, je renvoie -1. Sinon, si la population du premier pays, donc de A, est plus grande que le pays numéro B, je retourne 1, et sinon, je retourne 0. Et là, on a quelque chose de complet, mais encore une fois avec un outil de comparaison qui est très simplifié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous considérez que l'ordre naturel de vos pays ne se fera que suivant leur nombre d'habitants, et c'est tout. Donc, on n'aura pas d'autres possibilités. Vous voyez, on ne peut pas définir plusieurs méthodes de tri, c'est celle-là. Par contre, vous écrivez ce que vous voulez. Si vous voulez comparer également avec les noms, vous pouvez l'écrire, mais ça se fera tout dans cette méthode. Et à partir de là, bah, tout est prêt. Vous avez en fait tout ce qu'il vous faut. On peut comparer les différentes choses. Alors là, comme on travaille sur un tableau, donc je fais un petit rappel, hein, pour les tableaux, d'accord. Vous avez, depuis l'objet Erase, vous avez la méthode Sort. Là, vous passez le tableau en question. Et ici, on le verra après, on pourra éventuellement passer à autre chose, mais on le verra après. Et pour les collections, vous avez depuis Collection une méthode Sort aussi, et vous lui passez en argument la collection à trier. Voilà. Et ça, eh bien, ces deux fonctions, ces deux méthodes de tri vont utiliser l'implémentation que vous avez faite de Comparable. Alors quand on veut un élément comme une chaîne de caractères, vous voyez, par exemple la classe string de Java, elle implémente déjà cette interface. C'est pour ça que lorsqu'on veut trier par exemple une liste de chaînes de caractères, il n'y a rien à écrire de plus, ça se fait tout seul. On fait un appel à sort et les chaînes sont triées. Pareil si on fait par exemple une liste de nombres, parce que ces classes, parce que ce sont devenues des classes ensuite avec Java, implémentent justement la bonne interface. Mais encore une fois, vous avez vu que pour le pays, ce n'était pas le cas, donc il fallait l'implémenter à notre tour et avoir ce qu'il faut ici. Maintenant qu'on a effectivement implémenté cette méthode de comparaison, c'est bon, la comparaison va pouvoir se faire. Donc là j'ai mon tableau, je vais l'afficher tel quel. Alors je pense de toute façon on peut le laisser si on veut. Vous allez voir ce que ça donne, hein, bien sûr. Puis on le voit dans le code source. Donc ils sont définis là dans l'ordre où ils ont été mis dans le tableau, donc tels qu'ils sont marqués ici dans mon code. Donc France en premier, etc. Et cette fois-ci on va les trier. Faisant un appel à Erase, alors je vais l'ajouter. Ici, et on va faire appel à la méthode sort sur l'ensemble des pays. Donc même si vous ne le voyez pas là quand vous lisez ce code, sachez que sort va implicitement se servir de la méthode de comparaison. Si elle n'est pas redéfinie, bah, il va utiliser celle par défaut, et là vous aurez une erreur, parce que c'est vrai que j'aurais pu faire ça en fait, dès le début, j'aurais pu vous faire ça et ça. On va le remettre après. Après tout, comme ça vous verrez par vous-même. Voilà, et là vous voyez qu'on a une erreur parce qu'on essaie de faire des conversions, parce qu'on a un pays, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas trop. Et on voudrait comparer ça, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc nous, on a implémenté ça. J'ai remis, voilà, ici. On refait la même chose. On compile, on exécute. Et cette fois-ci, vous voyez que ça fonctionne. Et si vous remarquez bien, logiquement, je ne vais pas refaire toutes les valeurs une par une, mais c'est bien trié. Donc l'ordre naturel s'est fait sur le nombre d'habitants, puisque c'est ce que j'ai défini dans ma méthode de comparaison.
Et on voit que c'est bien le cas, l'Islande est le pays avec le moins d'habitants de mon tableau, et celui qui a le plus d'habitants est la Chine, voilà, avec plus d'1 milliard. Donc on a effectivement un tri qui a été effectué. À tout moment, encore une fois, si vous voulez définir un autre tri unique, vous changerez cette méthode. Vous n'aurez qu'à changer les choix arbitraires que vous ferez dans cette méthode, et ça changera la méthode de tri sans toucher au reste, puisqu'on ne fait pas de référence à quoi que ce soit. C'est sort, fait un appel implicite, utilise automatiquement la méthode que vous avez implémentée, donc tout se fera de lui-même là-dessus, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Si vous utilisez par exemple des collections qui veulent définir un ordre, c'est-à-dire par exemple quand vous ajoutez les éléments, je pense par exemple au tree set, ou tree map, les éléments vont être triés, d'accord, ordonnés, et bien dans ce cas-là, pareil, ça fera un appel implicite à cette méthode de comparaison. Donc vous n'aurez pas besoin d'essayer d'insérer les éléments dans l'ordre, juste vous les insérez et ils vont être mis dans l'ordre suivant la méthode de comparaison que vous avez implémentée. Donc ça c'est à savoir. Et encore une fois, pour les collections, je vous ai dit, c'est la même chose. Si l'on avait par exemple créé une liste de country, eh bien vous utilisez collections et vous faites un appel à la méthode sort. Je ne vais pas vous le noter parce que c'est le même code. Il faut juste remplacer ça par collections. Et ici, au lieu d'avoir un tableau, d'avoir une collection parmi celles que vous voulez. Et ça fonctionnera tout pareil. Voilà. Donc ça, c'était pour comparable, d'accord, pour les différents éléments ici. On va continuer d'avancer parce que vous voyez que ça fait quand même un sacré tuto pour faire un petit peu le tour de tout ça. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo dédiée. Je voulais pas que ce soit directement intégré dans le cours. Ça venait comme ça un petit peu compléter tout. Et on va regarder finalement ce qu'on peut faire concernant le comparateur, c'est-à-dire avoir plusieurs éléments de comparaison. Moi, je veux pouvoir comparer des pays, ou en tout cas les trier selon leur nom, et je veux pouvoir les trier selon leur nombre d'habitants. Et pourquoi pas même trier selon l'indice de développement humain. On pourrait très bien faire ça aussi. Donc on va aller un peu plus loin au niveau du code qu'on va écrire, et on va notamment fabriquer un comparateur. Alors même avant de voir ça, on va utiliser le comparateur pour fonctionner un petit peu de la même manière qu'ici, voir un peu ce qu'on a fait ici. Comment que ça va se passer? Alors déjà, je vais enlever tout ça. Je vais enlever ça aussi, pour éviter pareil que ça entre en conflit, que ça fasse plusieurs choses à la fois. Voilà, on a sur le même code ici. On va créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler Country Comparator. Comme ça, nous avons les différents éléments. Cette classe va implémenter, c'est important, alors d'ailleurs, avant que je l'oublie, donc elle va implémenter, non pas comparable, mais comparator, et bien sûr, en fonction du type d'éléments qu'on veut comparer, donc ici nos pays. Voilà. Et là, on va avoir besoin d'implémenter aussi, donc le cahier des charges finalement, le contrat de cette interface, c'est d'implémenter non pas une méthode compare_to, mais une méthode compare. Donc très simplement, je vais juste avoir cette méthode ici. C'est la seule obligation qu'on a finalement vis-à-vis de cette interface, qui est d'implémenter cette méthode, histoire que ça rentre en tout cas en compte comme il faut. Et on compare deux pays, donc country C1 et ici country C2. Donc là, vous voyez, ce n'est pas depuis une instance courante, c'est normal. Ici, on n'est pas dans la classe des pays, on est dans la classe d'un comparateur. Donc on lui passe deux pays à comparer ici. Et le test à faire est le même que tout à l'heure, par rapport en tout cas à ce qu'on voudrait faire. Donc là, si je veux reproduire exactement ce qu'on a fait avec comparable, eh bien, il suffit de simplement de faire ceci. Donc c'est un point population est plus petit que C2. D'accord. N'importe quoi. Je note n'importe quoi. Très bien. C'est un. Parce que je ne veux pas trop traîner non plus. Voilà. Et on a cette possibilité-là. Alors c'est pareil, tout à l'heure quand je suis passé par compare_to, vous voyez, ça a été appelé implicitement. Évidemment, bon, petit rappel qui me semble logique, quand j'avais écrit la méthode compare_to ici, on pourrait l'appeler explicitement dans notre code. Ça reste une méthode, elle est publique, donc évidemment vous pourriez l'appeler par vous-même, mais c'est juste qu'on les utilise surtout de manière implicite via des outils qui vont faire appel à ces méthodes-là. Donc par exemple, le tri sur une collection dans un tableau. Donc c'est surtout comme ça que c'est utilisé. Mais on pourrait bien sûr l'appeler de nous-mêmes. Voilà, on a cette partie-là. Et comment que ça se passe? Donc qu'est-ce qui va changer ici au niveau du code? On avait cette partie ici. Et là, en fait, sort peut prendre un deuxième argument, qui est en fait le moyen de comparaison que vous allez utiliser. De lui dire comment tu tries ce pays, en fait. De quelle manière?
Et dans ce cas-là, bah, je lui dis simplement, tu vas le trier selon ce comparateur-là. Voilà. Et comme cette méthode implémente l'interface comparator, elle a donc l'obligation d'implémenter la méthode compare. Et la méthode compare, c'est ce qui va être cherché justement par cette méthode sort pour pouvoir effectuer un tri sur ce tableau de pays. Et là, à partir d'ici, je recompile. Si j'ai pas fait de bêtises, j'ai peut-être fait une... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'avais pas autre chose ici, non? Implement, j'ai marqué. Ça va être compliqué. Hein. Si je change des mots. Ah oui, bah oui, il faut que j'appelle les... Pardon. Alors là, il faut tout changer, parce qu'évidemment, on n'est plus dans la même... On n'est plus dans la classe, parce que j'ai voulu renoter la même chose. Donc oui, hein, on n'est plus dans la classe country, donc bien sûr, il faut passer par les accesseurs. C'est pour ça que je les avais préparés. Donc là, ça change tout. Get. D'ailleurs, je crois que j'ai pas écrit d'accesseur pour l'indice de développement humain, ce qui est pas grave. Donc voilà, parce que là, je rappelle qu'on est dans une autre classe. On refait, j'ai voulu aller un peu vite. Voilà. Et vous voyez qu'à nouveau, on retombe sur le même résultat que tout à l'heure, a priori. Donc Islande en premier, donc avec le nombre d'habitants le moins élevé, en tout cas le plus faible, et la Chine avec le nombre d'habitants le plus élevé. Donc on a la même chose. Donc effectivement, si on se contentait de ça, bon, là on pourrait se dire, oui, bah finalement, comparable, comparator, c'est la même chose, parce que vous voyez que avec deux interfaces différentes, on fait la même chose. Donc pourquoi avoir fait deux interfaces finalement pour faire la même chose? Et ce que je vous ai dit justement, c'est parce que comparator va permettre de faire davantage de choses. Alors la méthode la plus, j'ai envie de dire, la plus naïve peut-être la moins optimale, ce serait de créer une autre classe. On crée une autre classe avec un autre comparateur, ce serait très bizarre. C'est-à-dire que là par exemple on pourrait dire bon bah country comparator by population, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, bah, si on veut faire une comparaison selon le nom, eh bien on ferait une autre classe qui s'appellerait comme ça. Et ici, bah, au lieu de faire des vérifications sur le nombre d'habitants, on le ferait sur le nom des pays. Mais vous avez compris que ça va faire très vite beaucoup de classes. Si vous devez faire différentes méthodes de tri au niveau de toutes vos classes, ça va commencer à faire beaucoup de choses. Mais ça fonctionnerait. C'est pour vous dire qu'en théorie, on pourrait faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, parce que c'est une classe à part. Et ensuite, il suffirait de se dire, bon, bah, dès que je veux faire un tri sur le nom, bah, je fais ça. J'appelle ce comparateur, et dès que je veux faire un tri sur le nombre d'habitants, j'appelle l'autre comparateur qui va bien, puisqu'on peut l'instancier ici. Donc ça ne poserait aucun problème en termes de fonctionnement, ça fonctionnerait, il n'y a pas de souci. Nous, on va faire ça un peu mieux, en tout cas que cette partie-là, on va optimiser un petit peu les choses. On va passer par des méthodes, tout simplement, et on va utiliser une autre méthode qui est statique, donc on n'était pas obligé ici en tout cas de l'implémenter, on a juste implémenté compare, mais on peut aller un peu plus loin. Moi j'ai créé un comparateur qui concerne les pays, donc je veux avoir tout ce qu'il faut en cette classe, c'est son rôle, j'ai pas envie d'avoir une classe par méthode de tri, ça ferait vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on veut obtenir. Alors je vais le laisser tel quel, ah bah si j'avais quand même refait celui-là, j'avais quand même mis l'accessoire au cas où, donc on pourra si on veut faire une méthode de tri là-dessus, pourquoi pas. Je vais enlever, on va laisser comme ça change pas de toute façon, on fera les tests juste après. Donc on va laisser country comparator ici, et on va pouvoir comme ça faire les différentes vérifications, un petit peu par rapport à tout ce qu'on a. Alors, dans le main, on va laisser, parce qu'on a les différentes vérifications, mais ce qu'on peut faire par contre c'est... Je vais écrire en fait en amont, moi je préfère procéder comme ça. Tri des pays par nom. Ouais, on va mettre ça comme ça. Après, ce sera pas forcément lisible partout. Ok. Et ensuite, on fera tri des pays par population, par nombre d'habitants. Et pourquoi pas, hein, je veux dire, après tout, bon, on va pas le faire. 2 fois, ça suffira, vous aurez bien compris, hein, de toute façon. On va le faire sur l'un et sur l'autre, ce sera bien assez. Donc là, toujours sur le tableau, j'aurais pu changer ça par une liste, mais c'est pareil, hein, normalement vous êtes censé savoir faire, donc il n'y a pas de souci. On va rester sur un tableau, c'est pas le sujet. Et ici, bah, je vais simplement, donc non pas passer tel quel, d'accord,
mais je vais passer par une méthode statique. Donc dans country, on va définir une méthode statique qui va nous permettre de récupérer le bon comparateur. Vous voyez, on ne va pas créer différentes classes bizarres, on va juste dire, bah en fait, moi je vais récupérer le bon comparateur. Donc là, par exemple, renvoie-moi le comparateur selon le nom. Et là, bah, tu vas me renvoyer le comparateur suivant nombre d'habitants. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, sauf que là, on ne va pas travailler avec différentes classes, on va juste travailler avec différentes méthodes. Et ça va être beaucoup plus efficace, en tout cas, comme ça. Donc on aura deux possibilités. Et j'aurais même pu faire avant le tri, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça, évidemment. Pourquoi pas, voilà. Ça va faire beaucoup d'affichage, mais c'est pas grave, parce que ça terminera de toute façon le tutoriel. Hop. Je vais mettre tri de base, c'est par défaut. Et on va regarder les différents éléments. Ça, on n'y touche plus. On n'y touche plus, on le laisse comme c'est. On a écrit nos différents accesseurs, évidemment ils vont servir pour la suite. Ça va être nécessaire. Et il nous manque les différentes méthodes qu'on a vues tout à l'heure. En tout cas que j'ai écrites dans le main. Donc on y va. Public, statique. On va renvoyer un comparateur de country et comparator by name. Voilà. Et là, ça va être rapide en termes de code, puisqu'on va juste faire ceci. On va passer par la classe comparator, et on va faire appel à la méthode comparing. Et elle va nous permettre d'indiquer sur quoi effectuer le tri. Parce que là, on va faire un tri sur un attribut en particulier, et des attributs qui sont des types connus de Java. Donc nous, on veut un tri par le nom, donc c'est name, tout simplement. Alors on va indiquer name, country, opérateur de portée, et name. Voilà. Et on va récupérer le bon comparateur. Et ça tombe bien, puisque ici, je vous fais un petit rappel, on est censé passer en deuxième argument un comparateur à utiliser pour faire le tri. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, on va changer ce qui est fait, non by population. Ok, et on va passer cette valeur. Donc on change en fait la méthode en fait de tri, enfin dans le cas pour le comparateur, et qui va ensuite réutiliser dans le main pour pouvoir effectuer le tri. Donc comme ça, on gagne un petit peu en tout cas de cases là-dessus. Et c'est tout. Vous voyez, j'ai pas créé d'autres classes. J'ai juste utilisé d'autres outils de comparator pour pouvoir effectuer ça, puisqu'on peut, au niveau de Java, ça n'a pas posé de problème pour faire une comparaison sur des chaînes. On a vu que ça se faisait très bien par défaut, et sur des entiers, ça n'a pas posé de problème non plus. Et on pourrait le faire sur des flottants aussi, sur autre chose, il n'y aura pas de souci. On y va, donc là il y aura beaucoup d'affichage, comme je vous disais. Alors j'ai peut-être oublié d'ajouter effectivement. Non, je l'ai plus. Valide méthode reference. Ah oui, c'est. Pardon, c'est à cause de tout à l'heure ça. C'est bien sûr les accesseurs qu'on veut. C'est pas les attributs. Get population. Ah, je fais des bêtises. Et cette fois-ci, ça doit être bon. Ok, vérifions ça. Tri de base, bon, le code source. Voilà, France, Japon, Indonésie, Corée du Sud, France, Japon, Indonésie, Corée du Sud, on l'a compris, Algérie, Islande, etc. Le tri par nom, bon là ça va se voir très vite. Voilà, A, B, C, F, I, J, M, R, S, U. Donc ça a l'air d'être bon. Et le tri par nombre d'habitants, donc on revient au tri de tout à l'heure. Vous voyez, l'Islande, quel moins d'habitants, la Chine, quel plus grand d'habitants, l'Indonésie derrière, etc., etc. Donc on a effectivement défini plusieurs méthodes de tri, vous voyez, pour un même objet. Et l'avantage, c'est qu'après, vous avez une simple méthode à faire appel pour récupérer le bon comparateur, et vous l'appelez dans votre méthode de tri, très simplement. Et encore une fois, si vous avez une collection qui utilise des méthodes de comparaison, comme elles auront été définies, et bien juste en utilisant les collections en question, qui font déjà un tri par défaut, et bien vous aurez toujours les éléments triés suivant bien sûr le comparateur que vous voulez. Donc par exemple, je pense au fait d'appeler un tree set, admettons. Donc je vais le noter vite fait là en commentaire. Vous avez donc créé votre donnée, vous avez fait new tree set, et ici vous avez parmi ces constructeurs la possibilité de passer un comparateur. Alors tree set, voilà, mettre ça comme ça, et d'indiquer par exemple, voilà, tu vas utiliser le comparateur de country, de mes pays, pour qu'il utilise le bon. Sinon il cherchera un comparateur par défaut, s'il existe, et forcément ici ça va poser problème parce que je vous ai dit, par défaut, comparer nos pays, il ne sait pas faire. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu au niveau des constructeurs ou au niveau des méthodes
comment utiliser un comparateur. Maintenant que vous avez vu ce tutoriel, dès que vous voyez qu'il y a une méthode, une classe qui fait référence ou qui utilise des comparateurs, bah vous saurez automatiquement qu'on parle de ceci, qu'on parle d'une classe qui implémente cette interface et qu'elle va utiliser en fait la méthode que vous allez définir ici. Sinon, eh bien de passer par les éléments comme j'ai pu vous le montrer là. D'accord? Donc ça c'est à vous de voir en fait par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez comme ça faire les différentes vérifications. Il y a des possibilités comme ça. Alors là, vous voyez qu'à partir d'ici, mon comparateur ici ne sert plus. D'accord? On pourrait faire d'autres vérifications, mais là ça n'a pas de nécessité, puisqu'en fait, on compare soit suivant des noms, soit suivant la population. Donc on part du principe que on utilise en fait les outils de Java qui est capable de faire des comparaisons sur ces valeurs simples ou éventuellement ces types primitifs. Sinon, si vraiment vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Au lieu de passer par cet outil, on va dire plus automatique, bah, comme tout à l'heure, nous on avait fait un comparateur ici suivant le nombre d'habitants, il n'y a pas de problème. Je rappelle qu'on a fait ça, on doit renvoyer un comparateur. Bah, ça tombe bien. On revient au même truc de tout à l'heure. Vous envoyez le comparateur que vous avez fait. Et ça reviendrait exactement ici à directement faire appel à ça. C'est-à-dire que tout à l'heure on l'avait ici. Donc là c'est juste qu'on passe par une méthode intermédiaire. Voilà. Ceci. C'est tout. On a juste une méthode intermédiaire pour faire appel à ça. Mais à la rigueur, ça vous auto-documente le code. Donc ça peut être pratique aussi de savoir que vous avez une méthode pour chaque tri que vous pouvez effectuer, chaque filtre en fait que vous pouvez faire pour les tris de vos différents objets. Et on va pouvoir s'arrêter là. Ça a été très long, parce que s'il a fallu du temps, pareil, j'allais pas faire 3 vidéos sur le sujet. Un tutoriel était suffisant, mais il fallait quand même qu'on fasse un petit peu le tour de tout, que ce soit pour les égalités en fonction des objets. Donc si vous avez besoin de tester des égalités, n'oubliez pas, vous redéfinissez la méthode equals et la méthode hashcode. Et ensuite, lorsque vous voulez effectuer des comparaisons, notamment pour utiliser ça dans des collections, des tableaux pour effectuer des tris, vous avez la possibilité de définir un seul ordre naturel en implémentant comparable. Et si vous voulez définir plusieurs méthodes de tri, plusieurs manières de pouvoir trier vos objets, utilisez plutôt l'implémentation de comparator avec les quelques outils que j'ai pu vous montrer, sachant qu'il y a encore d'autres manières de faire. On peut toujours trouver plein de manières différentes de faire. Il y a plein de choses au niveau de la classe comparator. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, il y a plein d'éléments qui peuvent vous servir et plein de méthodes que je ne vous ai pas forcément montrées ici. Mais là, vous avez en tout cas un bon bagage pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de vos collections, au niveau de vos tableaux, et pouvoir comparer et trier vos différents objets. J'espère que ça aura été suffisamment clair. J'essaie toujours quand même de prendre le temps de détailler les choses, de ne pas aller trop vite, parce que ça ne sert à rien sinon de faire un tuto en bâclant ce qu'on présente, mais qu'on aura fait en tout cas le tour de ce qui pourra vous servir. Et n'hésitez pas, comme toujours, à mettre ça en pratique. Il n'y a pas de secret, c'est comme à chaque fois. Mettez en pratique, utilisez-le, maintenant que vous savez en tout cas comment ça fonctionne. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient laissé en commentaire, m'avaient demandé quand est-ce que j'allais publier cette vidéo. Donc la voici, si vous arrivez que maintenant. Et sinon, pour les autres, de toute façon, vous serez en train de voir le cours Java, vous allez dans la foulée arriver sur ce tuto, comme s'il avait été là depuis toujours. Donc vous ne verrez pas la différence, ce sera totalement transparent. A bientôt, et si vous avez des questions, vous avez été bloqué sur quelque chose, n'hésitez pas bien sûr à le poser en commentaire. A bientôt.